Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 15 décembre 2022. Alors aujourd'hui, je vous parle de ceci, aller jusqu'au bout des mots, la correspondance entre Paul-Émile Bordua et Rachel Laforêt, publiée aux éditions Leméac. Alors, c'est une histoire étonnante, une liaison amoureuse qui a été tenue secrète pendant plus de 50 ans, en fait. Et c'est à la mort de Rachel Laforêt que le fils, Pascal, mort qui est survenu en 2011, que le fils a découvert dans une petite boîte de métal un échange de lettres entre les deux amoureux. Des amours empêchés, il faut bien le dire. Et dans cette petite boîte en métal, peut-être ça, c'est moi qui imagine la boîte en métal en fait, il y a une courte autobiographie qu'a rédigée Rachel Laforêt. Ce qui est, ce qui est étonnant en lisant cet échange qui est vraiment magnifique, mais qui n'a pas su donner des fruits euh, généreux, j'aurais envie de dire. Ce qui est étonnant, c'est le souvenir, et je n'ose pas dire les regrets qu'a éprouvé tout au long de son existence Rachel Laforêt de cette liaison qui aurait pu être autre chose. Et on mesure mal aujourd'hui, à l'âge des réseaux sociaux, à l'âge des sites de rencontres tels que Tinder, à quel point j'aurais envie de dire, pour faire suite à la vidéo d'hier, à quel point le désir était entravé. Aujourd'hui, il n'est pas entravé. C'est un désir qui roule en roue libre, mais qui ne trouve pas d'amorce. Qui aurait envie aujourd'hui de bouleverser sa vie pour un grand amour? Les amours empêchés, les amours surveillés par la famille ou régimentés par les codes sociaux ou cadastrés par la morale ou encore le désir qui devait être légiféré. Eh bien aujourd'hui, rien n'entrave l'amour et rien n'entrave le désir et pourtant, il trouve difficilement ancrage. J'aurais envie de dire la faute en incombe aux individus d'abord. Bordua et Rachel Laforêt étaient des êtres épris d'absolu, en partant. Déjà, quand on vit dans une sorte de relativisme ou dans une sorte de nihilisme ou dans une sorte de à quoi bon, il faut d'abord croire au grand, au folle, au merveilleux amour pour avoir quelque chance de le vivre. Si déjà on est revenu de tout, rien ne se passera. Mais à cette époque, qu'on a qualifiée de grande noirceur au Québec, eh bien, le désir était vif. Peut-être parce qu'entravé, peut-être parce qu'empêché. Il était vif et les gens étaient prêts à faire de grandes folies pour le vivre. Sauf qu'ici, Bordua était un peu plus âgé que Rachel et il ne venait pas exactement du même milieu, c'est-à-dire elle venait d'un milieu petit bourgeois. Lui, il était un artiste en rupture de ban. Il avait perdu son emploi à l'école du meuble suite à la publication du manifeste Refus global. Et il avait tenté sa chance à Paris, il avait tenté sa chance à New York. Et à New York, il était passé bien, bien, bien proche de décrocher la Lune. Mais pour une raison mystérieuse, il a finalement renoncé à avoir du succès aux États-Unis. Ce qui aurait été en fait, sa rédemption. Parce que déjà,
d'art moderne, Paris, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, n'était plus la capitale mondiale de l'art, New York lui ayant dérobé le titre. Et on sait comment aussi l'État américain a réussi à, à pousser au pinacle ces artistes. Alors, et c'est étonnant donc, vous disais-je, que cette correspondance, eh bien, elle est restée secrète et un peu, quelque temps, Vadeboncoeur a été mis au courant. Vadeboncoeur a été mis au courant. Il était assez proche de Rachel Laforêt, et jamais il n'avait entendu parler de cette liaison, tant elle avait été tenue cachée. Mais ce qu'on y lit dans l'autobiographie retrouvée avec la correspondance, c'est que Rachel Laforêt n'a jamais cessé tout au long de sa vie de penser à Bordua. Et d'artistes incompris, malheureux en amour, et qui n'arrivait pas non plus à faire sa place, même s'il était quand même entouré d'une garde de jeunes artistes qui avaient la plus vive admiration pour son travail. On pense ici simplement aux frères Gauvreau. Bordua vivait dans la gêne et vivait aussi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Et peut-être que cette jeune femme n'aurait pas su voir, ou en fait n'aurait pas pu lui apporter, en tout cas, en tous les cas, autre chose qu'un réconfort passager. C'est frappant aujourd'hui, ces grandes histoires d'amour empêchées, vous disais-je au début de la vidéo. Et ce qui est frappant aussi, c'est que sans doute, elle a été, pas sans doute, elle a été très affectée par la mort de Bordua, décédé en 1960. Elle a été même bouleversée par ce décès. Et l'aura de Bordua n'a cessé de grandir. Alors ça aussi, c'est... Comment vous dirais-je ça? Parfois dans l'existence, il y a des gens qui croisent notre vie et on réalise assez peu à quel point ils vont faire l'histoire. À quel point ils vont marquer les arts ou les esprits ou les mentalités par des œuvres ou par une grande carrière politique ou encore de vifs succès sur le plan économique. Et lorsqu'on les rencontre et que finalement la relation ne s'est pas nouée, il peut y avoir des regrets. Et les regrets vont accompagner toute l'existence. Il semble que ce soit le cas ici de Rachel Laforêt. Alors ici, je vais vous lire le passage où elle apprend le décès de Bordua. Quand me parvient la nouvelle de sa mort, je crois que c'est mon père qui me l'apprend avec désinvolture, sans se douter de rien. C'est un choc terrible. Les mois qui suivent sont parmi les plus difficiles que j'ai vécus. Pourtant, j'avais déjà une bonne expérience de la souffrance. Mais ça, non, je ne m'y attends pas et ne suis pas préparé à ce coup. Ma douleur est grande et je dois la garder enfouie au fond de mon cœur. Je ne puis en parler à personne, n'ayant jamais fait la moindre confidence. Mes parents savent que j'ai eu une petite aventure avec Bordua, mais ils croient que c'est fini depuis longtemps et ignorent que nous correspondons toujours. On sait que je m'intéresse à la peinture et mes amis sont au courant que j'ai connu Bordua avec le groupe automatiste, mais on ignore quel lien me rattache à lui. On me demande, en toute bonne foi,
ce que je pense de tel ou tel tableau ou tel article. Cela me rend malade et je me demande si je pourrais tenir le coup. Je m'en souviens. Pendant ces semaines d'enfer, j'attendais toute la journée que la nuit arrive. Alors je pouvais pleurer en toute liberté et me défouler un peu. Je vivais comme une alcoolique, 24 heures à la fois, attendant que la douleur s'apaise, tapis dans mon coin, comme une bête dans son antre. De plus, je me faisais 1000 reproches. Je n'avais pas été assez compréhensive, assez généreuse, assez tendre envers lui. De quel droit lui avait fait tel reproche? Peut-être aurais-je pu m'arranger, même si la chose était impossible, pour être auprès de lui alors qu'il était si malade. Je me sens coupable et j'en veux à l'humanité tout entière. Et je ne comprends pas qu'il soit enterré dans un coin perdu à Bagneux. Mousseau est étonné de la décision de la famille de Bordua. Il écrit un article pour protester. Bordua appartient au Québec. Il doit être enterré ici. Je suis meurtrie, malheureuse encore une fois, et cela dure des mois et des mois. Puis, le temps fait son œuvre. Je n'oublie pas, mais la douleur s'apaise. Je reviens tranquillement à moi à la fin de 1961. J'oublie un peu mes hantises, mes cauchemars. Ce qui m'a sauvé, je crois, c'est de travailler au Musée des Beaux-Arts de Montréal comme guide. Un métier que j'adore et que j'aurais poursuivi s'il avait été rémunéré. Je rencontre des gens intéressants et m'inscris aux cours d'histoire de l'art. Je visite les galeries. Je suis dans mon élément. J'évite les tableaux de Bordua dans mes pérégrinations. Je me détache un peu de Pascal. Nous nous rapprocherons un peu plus tard sur un autre plan, car je commence à m'intéresser à la politique et l'entraîne dans cette voie. Plus tard, ce sera lui qui m'entraînera lors des manifestations des années 1970. Une autre tranche de vie commence. Mais le lien qui m'a attaché à Bordua a été si important, si profond, qu'il demeure encore aujourd'hui. Je ne crois pas avoir vécu un seul jour sans une pensée vers lui. Chaque année, j'évoque son souvenir, le 20 février, anniversaire de sa mort. Curieusement, cette année, j'ai oublié. Pourtant, cela faisait 20 ans. Eh bien, quelques jours plus tard, j'ai rêvé à lui, et en m'éveillant, j'ai revécu, comme je te l'écris aujourd'hui, tous les événements dont je viens de t'entretenir. Quand même étrange. J'ai l'impression, non la certitude, qu'au-delà du temps et de l'espace, un lien subsiste entre nous. Que savons-nous du royaume des morts? Rien, absolument rien. On essaie d'oublier la grande faucheuse, elle ne nous oublie pas, c'est une patiente. Je regarde mon tableau, il illustre bien ce que je ressens et tente d'expliquer. Dans un monde sans nom, deux formes composées d'une même matière tentent de se rejoindre, mais elles demeurent éternellement séparées, bien que liées. De Repentigny l'avait décrit ainsi: un tableau double, deux objets flottants semblent dialoguer. Mars 1980, Rachel Laforêt. Et bien après, il y a en ajout, il y a la réaction de Pierre Vadeboncoeur qui lui écrit combien il a été étonné et surpris d'apprendre ce qui a été l'un des secrets les mieux gardés. Dans le cas de Bordua et pour cause, il n'était plus de ce monde, mais à quel point, tout au long de son existence, Rachel Laforêt avait été parfaitement discrète sur cet amour empêché. Oh, je ne dirais pas que les amours empêchés, ce sont les plus beaux.
Ça me frappe également, nous sommes assez vieux pour nous souvenir que dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80 même sans doute, il y avait une notion qu'on appelait le coup de foudre. Alors cette possibilité que l'amour surgisse à tout moment et qu'elle frappe les impénitents. Et ça a disparu. Ça a disparu de la réflexion. Maintenant, on gère nos relations. On se garde bien de... En fait, on se garde bien des coups de foudre. On a fiché sur la boîte crânienne des paratonnerres. Et nous évitant justement ces coups de sang, ces glissades dans l'inconnu. Au fond, nous ne voulons que du tangible, nous voulons du mesuré, nous sommes prudents, nous sommes tellement prudents. À demain.